Bonjour, aujourd'hui je suis avec Corentin Biette, le directeur du Café du Fleu. Bonne écoute! Bonjour Corentin, Bonjour Marianne. merci d'être là. Alors je voudrais savoir si tu pourrais te présenter un petit peu. Qui es-tu? Que fais-tu? Et comment en es-tu arrivé là aujourd'hui? Je m'appelle Corentin Biette et je suis le créateur du site lecafédufleu.fr. Je suis arrivé là avec le temps. Je m'intéresse à différentes choses, à la langue française, à la technologie, au monde de l'entrepreneuriat aussi. J'aime bien les gens qui se lancent, qui innovent, qui prennent des risques, qui essayent des choses. Et je crois que je suis un mélange. Euh, J'ai une formation d'ingénieur, donc j'avais plutôt commencé la vie par des premières étapes scientifiques ou technologiques, et bac scientifique. Et en fait, j'étais un petit peu partagé. Et en école d'ingénieur, j'ai passé un bac littéraire et je savais pas encore trop pourquoi, quel sens ça pouvait prendre. Euh, mais j'aimais beaucoup voyager. J'ai travaillé notamment en Amérique latine, au Brésil et au Panama. Et quand j'étais étudiant, j'étais à Londres, en Espagne. Et en fait, il y avait déjà les graines de fleu, puisqu'il y avait le goût du voyage, le goût de la rencontre des autres. Essayer d'apprendre des langues, ça me passionne. J'ai appris plusieurs langues vivantes et je trouve ça super. Et le fleu, en fait, c'est une prise de conscience. Au Brésil et au Panama, en fait, j'avais l'occasion de jouer de la guitare et chanter un peu lors de la fête de la musique dans une alliance française. Et je me suis rendu compte assez tard, hein, pour un Français, que le français était une langue très enseignée autour de la planète. Et j'ai réalisé autre chose, c'est que toutes les écoles n'avaient pas pris le virage du numérique et, euh, et que notamment sur la phase des tests de placement et de positionnement, ils avaient peut-être besoin d'un appui, d'un allié pour automatiser certaines tâches de correction quand c'est possible. Et je me suis dit que mon profil d'ingénieur pouvait être utile au monde du français langue étrangère. Ça, c'était sur le comment me rendre utile, mais après, il y avait aussi la question de découvrir ce monde du français langue étrangère quand soi-même on vient de l'extérieur, on se dit j'ai envie de faire partie de cette famille, mais comment je vais faire? euh, et j'ai commencé à boire du café, beaucoup de café, en rencontrant des professeurs de français langue étrangère, et je leur demandais de m'expliquer un petit point de leur métier qui me passionnait. Vraiment, je trouve ça super, l'enseignement, l'apprentissage des langues, avoir différentes nationalités dans une salle de cours. Et donc, ça s'est appelé le Café du Fleu parce que j'ai commencé à retranscrire les interviews que je faisais avec soit des directeurs d'école de fleu, parce que le métier de dirigeant m'intéresse beaucoup aussi. C'est pas simple de donner un cours, mais c'est pas simple non plus de créer une école, de rechercher une harmonie dans les ressources humaines, d'atteindre un équilibre financier, de se faire connaître sur le point du marketing, de mesurer la satisfaction d'un élève. Je veux dire, le métier m'intéresse pédagogiquement, mais aussi dans son ensemble. Je m'intéresse beaucoup à la vie dans un centre fleu. Et donc, je suis passé aussi en école de commerce à HEC, et ce passage-là, après l'école d'ingénieur, m'a donné aussi le goût plus prononcé de l'entrepreneuriat, de savoir lancer des choses, le sens de la responsabilité aussi de l'entrepreneur qui, en permanence, est attentif aux signaux que donnent les différents partenaires, clients, collaborateurs. Euh, je pense qu'on est tous un mélange. On est d'abord, tu es Marianne, je suis Corentin. Avant d'être une case, avant de se définir par un diplôme, on est un ensemble de centres d'intérêt qui, à la fin, forment une personne. Mhm. Oui, bien sûr. Et donc en fait, c'est l'amour des langues et des voyages qui t'a amené vers le FLE et tu as cherché à mettre tes compétences au service des professeurs. Et qu'est-ce que tu proposes alors justement dans le cadre du Café du FLE? Qu'est-ce que tu offres aux professeurs? Ben, il y a deux grands piliers.
Il y a d'une part, je propose de l'information gratuite. Ça peut être des retours d'expérience de professeurs qui expliquent comment ils s'y prennent pour expliquer un point en classe, comment interagir avec les élèves. Donc c'est la partie blog, actualité, articles en libre consultation. Il y en a à peu près 500 écrits en 10 ans. Donc c'est 10 ans d'activité actuellement, à l'heure à laquelle on enregistre cette interview. Et puis, il y a des services additionnels qui font vivre le Café du Fleu. Donc ça, ce sont les tests de placement en ligne, soit pour les enfants, bientôt les adolescents, les adultes, et des formations. C'est-à-dire que je me déplace dans des centres Fleu pour développer les compétences, soit des enseignants, soit de l'équipe dirigeante. Donc si c'est les enseignants, en général, c'est des aspects plus numériques qu'on étudie pendant une journée, 2 journées. Et si c'est avec les dirigeants, c'est plus en fait, j'explique ce que j'ai fait pour le Café du Fleu. De partir de personne ne connaissait le site au début. Il n'y avait que moi et mon chat à côté. Et à force de travailler, d'avoir une certaine stratégie de contenu, d'essayer de se rendre utile, en fait. En général, la clé, c'est ça. C'est quand on se rend utile, au bout d'un moment, les gens prêtent attention à ce qu'on fait. Eh bien, j'explique cette méthode-là. Faire connaître son offre de cours, faire connaître son école, générer des inscriptions, générer de la notoriété, tout ça, ça tombe pas du ciel, ça demande à la fois une méthode et puis des efforts suivis dans le temps pour travailler, produire du contenu, et c'est peut-être ce qu'on est justement en train de faire en ce moment. Oui, bah, j'espère effectivement qu'on va aider certains professeurs. Donc, en fait, quand tu as commencé à bloguer, il y a 10 ans, est-ce que tu savais déjà où est-ce que tu allais en arriver? Tu avais déjà un objectif précis ou tu t'es juste dit ce que tu viens de dire, j'ai envie de partager mes connaissances et petit à petit, le projet s'est monté? J'avais un objectif précis. Je me suis dit, au moment de proposer mes services numériques, d'informatiser certaines choses dans un centre de Fleu, il faut que je me fasse connaître. Et je me suis dit, il me faudrait un noyau de connaissances et je voulais être relié à une centaine de professeurs. Je voulais avoir 100 professeurs qui me prêtent attention ou bien 100 dirigeants d'école de Fleu. Et là, en 10 ans, ça a pris mieux que prévu. Là, il y a 36 000 personnes en ce moment. Bon, ça change tous les mois, ça monte. Et surtout, ce qui me touche personnellement, parce que quand on lance un projet, on est toujours touché quand ça marche bien, il y a 189 pays qui lisent le Café du Fleu. Et c'est vrai que quand je vois des connexions qui viennent de Tanzanie, du Bhoutan, du Lesotho, du Chili, je trouve ça extraordinaire, complètement extraordinaire, l'époque qu'on traverse, les opportunités qu'on a d'avoir une idée, de pouvoir la mettre en forme, donc avec les outils d'aujourd'hui, et de voir que ça touche des gens et de recevoir des remerciements de pays. Certains, je les ai visités, peut-être que d'autres, je n'aurai jamais le temps d'aller les voir. Et je trouve ça à la fois vertigineux et puis assez magique. Oui, 189 pays, ça fait beaucoup de voyages. Ouais. Et donc, tu as commencé, tu disais, avec ton chat. Et aujourd'hui, vous êtes une équipe ou tu fais encore le plus gros du travail seul? Comment ça se passe? Comment c'est organisé? J'ai des collaborateurs qui peuvent se charger, par exemple, des dessins pour les tests de français pour les enfants. Donc là, j'ai fait travailler une illustratrice. Je travaille aussi avec une assistante administrative qui facilite la mise en place des formations, notamment quand il y a des thématiques de prise en charge pour faire valoir ses droits à la formation. Elle va accompagner des personnes pour aller au bout parce que il y a du travail administratif, alors autant simplifier la vie des gens. Une assistante commerciale également, parce qu'on reçoit beaucoup de contacts, beaucoup de demandes, et donc comme il y a un volume de travail, je le confie. Et puis en fait, quand on dit avec qui on travaille, on fait tous partie d'un grand système et on travaille avec le travail des autres. Par exemple, je fais appel à, je sais pas, 5 à 10 logiciels en permanence et il y a forcément des
des personnes derrière, des ingénieurs, etc. Mais j'ai plus une logique de client-fournisseur en termes administratifs avec mes collaborateurs. En général, on me présente des factures et je les paye. Donc j'ai plus un système client-fournisseur unipersonnel, tout en sachant que le Café du Fleu, ça fait travailler plusieurs personnes. Même si tu te demandais si j'effectue le gros du travail, oui, puisque pour moi c'est un plein temps, c'est même un petit peu plus qu'un plein temps, mais c'est toujours un plaisir. C'est-à-dire que chaque dimanche, je me dis toujours, chouette, demain c'est lundi, la semaine commence et je fais partie de ces gens qui ont la chance d'avoir une passion pour leur métier. Donc c'est toujours un plaisir d'allumer l'ordinateur et de préparer des choses pour la grande communauté du fleuve. Mhm. D'accord. Donc ça veut dire que quand tu proposes des formations, c'est toi qui te déplaces et qui qui fait la formation. Oui, c'est exactement comme ça. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces formations? Je crois que donc tu as dit pour les professeurs, tu parles par exemple des nouvelles technologies. Mm-hmm. Oui, je les incite à prendre du recul sur c'est quoi intrinsèquement être un professeur et c'est quoi le rôle d'un professeur en 2019 dans un monde qui abonde de ressources et d'outils. Euh, Déjà, il faut être en paix avec une croyance qui n'aura pas lieu, c'est-à-dire que l'ordinateur ne remplacera pas le professeur, mais le professeur devient ce qu'il sait faire de mieux, à savoir que c'est un être humain. Et donc, il va, à mon sens, partager la passion, va comprendre la personne d'en face en tant qu'individu humain et lui donner envie de franchir des étapes dans son apprentissage et va être un petit peu son guide, son accompagnateur. Dans un monde où les ressources sont parfois déjà prêtes à utiliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culpabilité à ressentir lorsqu'on utilise un travail, parce que de toute façon, ça demande un travail long de sélection, de comparaison d'un outil à l'autre, etc. Et en fait, j'arrive lors de ces formations-là avec des solutions qui vont pouvoir leur permettre finalement d'alléger une charge de travail, puisque une partie du travail de conception est fait par des collaborateurs et on est tous un système, on forme un système qui se rend des services interdépendants. Et il y a des solutions numériques à comparer, pourquoi elles sont utiles en classe, pourquoi elles sont utiles à l'élève, dans quel but on peut les utiliser, euh, quel temps de travail ça permet d'alléger. Et puis aussi en termes de contenu, on trouve tellement de personnes qui produisent des contenus que le travail du professeur, c'est d'identifier celle qui va convenir, éventuellement de l'adapter, de la modifier, d'ajouter des choses. Mais ce serait dommage de ne pas être en paix avec cette idée que finalement on vit une grande époque d'opportunités où le prof peut rester prof, toujours transmettre la passion. Les élèves continueront de se souvenir de leur enseignant 10 ans, 20 ans après, s'il a fait un bon boulot, si c'était une personne attachante. Et au passage, servons-nous de tout ce qui est incroyable. Des podcasts pédagogiques, la vidéo, un réseau social pour la classe, quelques exercices autocorrectifs, d'autres exercices qu'on va continuer à corriger d'humain à humain. Mais je pense qu'il faut avoir une vision équilibrée de la profession, à la fois s'appuyer sur les opportunités de ce qui se passe dans le présent, et puis rester conscient qu'un professeur, il est là pour longtemps parce qu'il n'y a rien de plus précieux que l'humain et ça, c'est parti pour durer. Oui, il y a un grand rôle de la motivation des élèves, c'est dans la relation humaine qu'ils ont avec leurs professeurs. S'ils apprécient leurs professeurs, ils s'investissent davantage. Oui. En fait, je pense qu'un des problèmes de beaucoup de professeurs, c'est justement la jungle de tous ces outils qui existent. C'est difficile de s'orienter et en plus, on a l'impression que ça prend plus de temps. Alors, tu parles justement de décharger une partie du travail, mais je pense que beaucoup de professeurs pensent qu'au contraire, ça leur demande encore plus de travail quand ils doivent mobiliser des outils. Peut-être des pistes. Comment on peut faire pour pour arriver justement à avoir ce sentiment d'être déchargé d'une part du travail au lieu d'en avoir en plus?
il faut accepter d'investir le temps d'apprentissage d'un outil. Il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout de suite. La première fois qu'on a pris un vélo, ça n'a pas fonctionné dans l'instant. Pourtant, savoir faire du vélo, ça nous permet de nous déplacer plus vite qu'à pied. Donc, ça vaut le coup d'investir le temps d'apprendre à faire du vélo. Quand un professeur dit oh là là, mettre en place un exercice autocorrectif, ça prend du temps. Oui, première réponse, c'est vrai. Mais est-ce que ça va te faire gagner plus de temps que ce que tu as investi? Oui, ça va faire gagner plus de temps que ce qui a été investi dans l'apprentissage. Donc, c'est une question de planification, de patience au début, mais c'est une patience qui est largement récompensée. D'accord. Donc, il faut bien choisir ces outils et les utiliser suffisamment longtemps pour que ce soit rentable, finalement. Oui, effectivement, on peut s'appuyer sur un outil dans la durée, on peut faire une sélection. On choisit. Déjà, en fait, l'envie interne qu'on a va nous dire ce qu'on a envie de creuser. Il faut fonctionner aussi avec ce qui nous fait plaisir. Il y a des gens qui vont adorer le format vidéo, d'autres qui vont dire ah non, la voix, ça me suffit, je vais faire un podcast avec ma classe. D'autres qui se disent ah, ce serait génial si j'avais quelques exercices sur lesquels je pourrais m'appuyer plusieurs fois. Donc, s'ils étaient autocorrectifs, ah, j'ai le pressentiment, il faut fonctionner à l'intuition. Si on a le pressentiment que concevoir une évaluation numérique va faire gagner du temps, alors il faut suivre ses intuitions. On ne peut pas avoir 50 intuitions au même moment. Mais c'est un petit peu le phénomène des dominos, c'est-à-dire plus on apprend, plus c'est facile d'apprendre dans le numérique. Et il faut commencer par un projet petit, qui ne prend pas beaucoup de temps et qui nous fait envie. Et là, ça devient tout de suite plus facile. Oui, c'est vrai que la motivation du professeur, c'est la première étape avant d'arriver à motiver les apprenants. Ouais. Donc, tu as raconté que tu avais beaucoup voyagé, que tu as fait plein d'expériences, tu as rencontré beaucoup de professeurs. Tu as peut-être une petite anecdote amusante à nous raconter? J'ai des souvenirs par exemple, hein, au hasard, sans faire de jaloux. Je suis allé à Macao il y a quelques années et j'ai rencontré le directeur de l'époque qui s'appelait Pascal Casanova et son équipe de professeurs tout à fait attachants au pied levé. C'est-à-dire que j'étais à Hong Kong, hébergé par un ami. Je tape dans Google, tiens, est-ce qu'il y a des alliances françaises dans le coin, en plus de ce qui était proposé dans la ville de Hong Kong. Et puis, je prends un bateau, mais sans aucun rendez-vous, hein, rien du tout. J'arrive, le climat était très chaud, très humide. Et je suis rentré comme dans une boulangerie, en fait, à l'Alliance française. Et on est passé d'un moment un petit peu de surprise de qui est cette personne, pourquoi elle s'intéresse à l'Alliance française de Macao, pourquoi un interview. Et, euh, et puis petit à petit, tout le monde s'est rendu compte que c'était tout à fait bienveillant, que c'était pour donner de la visibilité au métier, à l'institution, aux pratiques pédagogiques. On a publié les articles et puis quelques années après, Pascal Casanova travaillait au QF de Perpignan et là on a mis en place d'autres collaborations et on a mis en place, surtout, c'est son équipe qui a travaillé dessus, sur un stage d'été pour les professeurs. Et en fait, ça a donné suite. Et ce qui est assez merveilleux dans l'anecdote, c'est qu'en fait, revoir des mêmes personnes à différents endroits du monde, ça, c'est vraiment du français langue étrangère en termes de vécu. C'est-à-dire que tout commence par un mélange de hasard dans des climats qu'on ne connaît pas trop. Moi, je viens d'un pays tempéré, la France. Et, euh, et donc, c'est très sensoriel en fait le voyage. Les bruits, le bateau qui traverse, le fait d'être perdu, de chercher une rue, de la trouver, de savoir qu'on crée une gêne, la surprise, puis finalement une confiance s'installe. Et finalement, on va même sur des collaborations. Et voilà, c'est ça, c'est le souvenir dont je voulais te parler. Oui, c'est l'aventure alors. Tu as dit que toi-même, tu aimais beaucoup apprendre les langues. Tu as des techniques pour les apprendre ou comment tu t'y prends en fait? Euh,
Il y a quelque chose qui renforce la motivation, c'est d'avoir un objectif ou une échéance. J'ai terminé mes études au Brésil. Au Brésil, on parle portugais. Et j'étais en école d'ingénieur à Nantes. Et tout ça, c'était loin. C'était un rêve. J'écoutais de la bossa nova en préparant des spaghettis. Et j'avais un bouquin A6000 acheté dans une librairie du coin. Et, euh, et puis, c'était une sorte de bain linguistique permanent, mais intensif. Et en fait, ce qui a permis après de construire, de mettre de la grammaire, des fondations, etc., c'est parce que j'avais un objectif. C'est parce que je me disais, dans 2 mois, je suis sur un continent que je ne connais pas, dans un pays que je ne connais pas, avec une langue que je maîtrisais pas trop. J'avais un bon niveau d'espagnol, mais j'avais bien conscience qu'un portugnol ne suffirait pas en réunion pour convaincre l'équipe dirigeante. Et c'est l'échéance, le fait de se dire si on a une échéance, si on a un défi avec une date, alors c'est bien pour se mettre en mouvement. Peut-être que tu observes ça dans tes salles de cours, mais les étudiants qui savent pourquoi ils apprennent une langue, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans leur vie juste après, ça les motive et après on trouve les moyens, on trouve les livres, les outils, les professeurs, on se motive. Mhm. Oui, c'est d'avoir une raison. Oui, en effet, il y a les étudiants qui savent qu'ils ont un séjour prévu en France, qui sont d'autant plus motivés. Ou des personnes dans leur entourage aussi qui parlent français, ça les motive davantage. C'est vrai. Après, sur la méthode exactement, ce que j'aime bien, c'est essayer de niveler les langues vers le haut. C'est-à-dire que j'ai eu un carnet, j'avais même une petite base de données, un petit site internet qui s'appelait Kangourou, saute d'une langue à l'autre. Et en fait, j'ai appris les langues latines, moi surtout, j'ai appris italien, espagnol, portugais, puis l'anglais parce que l'anglais est un peu partout, puis français par naissance. Et je me disais, apprendre des langues, c'est bien, mais c'est difficile de savoir où on en est. Alors, j'avais des colonnes et je me disais, ça, je sais le dire en italien, mais est-ce que je sais le dire en portugais? Et si je ne sais pas le dire, alors je complète. Et en fait, euh, j'essaye de mettre les langues à niveau, mais en montant, en allant vers le haut. Donc, j'essaye d'harmoniser ma connaissance des langues. Voilà, c'était un petit système que j'avais essayé de concevoir en école. Je ne l'utilise pas assez en ce moment, mais il faudrait que j'y revienne. Oui, votre nouveau projet, une nouvelle langue à apprendre. En fait, tu proposes donc ces formations. Qui peut s'adresser à toi? Est-ce que ce sont du coup les directeurs d'école qui s'adressent à toi pour former leurs professeurs ou ce sont directement des professeurs individuels qui peuvent te demander du coaching ou des choses comme ça? Comment ça se passe? Les deux. Les deux. Un directeur d'école peut venir faire sonner mon téléphone ou m'écrire un email et dire c'est intéressant cette histoire de formation, qu'est-ce que vous avez et à quelle date? Voilà notre besoin. Et là, on le met en place. C'est toujours une histoire de programme pédagogique. Qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre? Une date. Et puis après un mécanisme administratif parce qu'il y a des possibilités de prise en charge. Un professeur salarié peut soit me contacter directement, soit demander à son directeur de me contacter. Et dans les deux cas, je traite le sujet, je traite la demande. Et là, de la même manière, je mets en place une formation. C'est juste que le contact administratif sera le dirigeant de la structure en général. Mais il y a aussi beaucoup de professeurs indépendants dans le monde du français langue étrangère, soit des auto-entrepreneurs, soit des personnes qui travaillent en portage salarial et qui se disent moi je sais enseigner, c'est ce que j'ai appris à l'université, mais alors me faire connaître, définir le tarif de mes cours, faire en sorte qu'Internet m'amène des inscriptions, toutes ces choses-là, je ne l'ai pas appris. Donc, les personnes sollicitent une formation justement sur ces cas-là, le marketing d'une offre de cours. Donc, pour bien répondre à ta question, il y a soit le directeur d'une structure ou un salarié, soit un professeur indépendant
qui me contactent. Mhm. Sur ces cours-là, tu as un planning de cours que tu vas proposer ou par exemple sur le marketing qui s'adresse plutôt à des professeurs individuels? Oui, j'en propose une à peu près tous les 3 mois. Ils peuvent aller voir et regarder quand aura lieu la prochaine, en fait. Exactement, ouais. Un rythme de une fois tous les 3 mois. Il suffit de remplir un formulaire sur le site ou de me contacter. Mes coordonnées sont en libre accès, numéro de téléphone, comme email. Oui. Est-ce que tu aurais encore des conseils pour des profs de FLE débutants? Alors, je sais que du coup, tu n'es pas prof de FLE toi-même, mais Ouais. est-ce qu'il y a justement des choses qui ne concernent peut-être pas forcément leur cours, mais qui pourraient leur être utiles également et que tu pourrais leur conseiller? Et oui, il n'y a pas longtemps, pour l'université de Nanterre, on m'avait demandé un témoignage exactement sur cet aspect-là. Et le conseil central, c'était n'oubliez pas d'être entreprenant. N'oubliez pas que les choses dépendent de vous, que vous avez le droit de proposer des cours où vous voulez sur la planète. Vous avez le droit de choisir votre taux horaire. Vous avez le droit de vous spécialiser sur quelque chose. Vous avez le droit de vous sentir bien avec certains publics. Et puis, vous avez le droit de dire que d'autres publics ne vous conviennent pas. Euh, voilà, les espaces de liberté sont réels. La seule chose qui compte, c'est d'en prendre conscience et de s'en servir. Parce qu'on lit parfois sur les réseaux sociaux des gens qui disent que leur situation ne leur convient pas, que c'est malheureux que ça soit comme ça, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on a le choix. On a vraiment le choix et les solutions, elles viennent plutôt de l'intérieur d'une personne que de demander à l'extérieur. À l'extérieur, toi, là, tu dois changer et tu dois t'adapter à ce dont j'ai besoin. Je crois que c'est plutôt de l'intérieur que les choses doivent venir. Les situations peuvent tout à fait évoluer. Et le FLE, c'est des difficultés, mais c'est aussi beaucoup de chance. C'est la chance de la liberté, de se déplacer. C'est un monde où on croise énormément de personnes ouvertes d'esprit qui ont connu la réalité de plein de pays. Et voilà, il faut vraiment être conscient que quelque part, le fait que le cadre soit moins rigide que dans d'autres professions, c'est aussi une chance. Mhm. Oui, c'est beaucoup d'aventure et de liberté à la fois. Exactement. Ok, alors j'ai une dernière question pour toi, pour faire un petit clin d'œil au nom de mon blog qui s'appelle Culture Fleu. Je voudrais savoir ce que représente pour toi le mot culture. Je crois que la culture, ça représente la pile de livres en retard que j'ai sur ma table de nuit et qui s'écroule régulièrement. Je pense qu'elle tombe une fois tous les 2 jours, si tout se passe bien. Et la culture, on va dire que c'est le meilleur est à venir. Il faut que je termine ces livres tous passionnants les uns plus que les autres. Donc voilà, la culture, c'est cette tour de Pise de livres qui est sur ma table de nuit actuellement. D'accord. Merci beaucoup, Corentin. Je te remercie, Marianne. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour activer les notifications. Vous pouvez aussi poster tous vos commentaires. Et à la semaine prochaine pour une vidéo truc de prof.